Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, vraiment, nous sommes très heureux de nous retrouver si nombreux par-delà les frontières. Il y a des gens d'Avignon, il y a des gens d'Orange, il y a des gens d'Israël. C'est une réunion internationale autour d'un sujet qui nous est évidemment très proche, que nous adorons, qui est la langue hébraïque, qui est tellement riche et que nous aimons tellement. Je vais peut-être présenter Fabienne en quelques mots, ou bien Fabienne, tu veux te présenter toi-même? Non, fais-le toi. Bien, je vais le faire. Alors, donc, Fabienne a de multiples activités. Fondamentalement, elle est traductrice, elle vit en Israël. Elle est traductrice français-hébreu. Hébreu français. Et je crois dans les deux sens d'ailleurs, Oui. de l'hébreu au français, ce qui est quand même un tour de force hein, quand on n'est pas de langue maternelle hébreu, donc du français à l'hébreu. Elle a été, elle est encore enseignante d'hébreu. Elle a traduit plusieurs ouvrages littéraires, donc dont des pièces de théâtre, de la littérature, de la poésie, des articles scientifiques, etc. Elle fait de la traduction simultanée. Elle est également auteure puisqu'elle a écrit des romans et des nouvelles. Et enfin, last but not least, comme on dit en hébreu, elle est également comédienne et a joué dans plusieurs pièces de théâtre en français et en hébreu. Alors, elle vient nous parler aujourd'hui de son livre, qui est vraiment quelque chose de tout à fait, qui est loin d'être un manuel qui est très vivant et qui a l'air très léger, mais au fond qui est très sérieux, qui s'intitule L'Hébreu parle au français. Je vais vous montrer la couverture tout à l'heure et qui expose les racines de 100 mots et expressions de la langue hébraïque à l'attention du public francophone qui a évidemment un certain nombre, une vision particulière de la chose. Et si j'ai bien compris, elle essaye d'organiser cette rencontre entre ces deux langues qui sont, après tout, qui sont nos langues à nous. Voilà, je ne vais pas être trop bavard. Alors, attendez, il y a encore, comme je m'occupe en même temps de la technique, je vais faire encore entrer des gens. Excusez-moi. Voilà. Et alors, Fabienne, je suis donc à ta disposition. On va faire des partages d'écran tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir montrer tes documents. Et à ce moment-là, tu me dis tel document sur l'écran, tel document, et donc je le mettrai sur des pages de ton livre. Voilà. Alors, une dernière chose technique. Donc, si vous… alors, Fabienne est OK pour que vous l'interrompiez en quelque sorte en cours de conférence, si vous avez des questions à poser. Mais si vous n'intervenez pas, évidemment, le mieux, c'est de fermer vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence et d'écho désagréable. Voilà. Eh bien, Fabienne, c'est à toi. Merci beaucoup Charlie pour cette présentation. Et donc voilà, alors je vais vous parler aujourd'hui de ce livre, L'Hébreu parle au français. En fait, c'est un recueil de 100 articles qui avait paru progressivement dans le Jérusalem Post en français quand il existait. Et une fois que j'en ai eu 100, alors j'ai voulu en faire un livre et voilà, finalement c'est sorti. Alors, ce livre, les articles, les écrivais au fur et à mesure selon ce qui se passait ou ce que j'avais envie ou au fil du calendrier. Et dans le livre, ils sont regroupés de façon plus thématique. Alors, il y a 4 parties. Il y a en fait au fil du calendrier, c'est-à-dire que je suis surtout les fêtes. Et sur chaque fête, j'ai un ou plusieurs articles, puisque ça a duré plusieurs années et qu'il y a des fêtes qui durent 8 jours, donc on en a un au début et un à la fin. Et sur les fêtes, la deuxième partie, c'est sur la linguistique, c'est les phénomènes qui sont propres à l'hébreu. On va peut-être en détailler quelques-uns tout à l'heure, ou bien on va les citer, ou en citer quelques-uns, pas tous évidemment. Et la troisième partie, c'est ce que j'ai appelé le corps humain, c'est-à-dire c'est à partir de mots représentant des parties du corps humain
toutes les locutions, les expressions qui sont tirées de là. Et elles sont très nombreuses et très diverses. Et la quatrième partie, c'est tout le reste, donc je l'ai appelé pot pourri, et il y a un peu de tout. Maintenant, dans toutes ces parties, en fait, ça suit la structure de chaque article. En fait, elle se résume un petit peu si on regarde la couverture. Alors, la couverture du livre, c'est ça. Donc, je ne sais pas, là, vous verrez peut-être à l'envers. Donc, alors, on ne peut pas tellement en parler. Si On la voit bien, on la parfaitement à l'endroit. on la voit à l'endroit, donc c'est très Absolument. bien. Alors, par exemple, donc, en gros, si on veut, c'est le résumé de l'essence de la construction de l'hébreu, sur quoi repose la langue. Je l'ai dit plusieurs fois dans le livre, qui est d'une rigueur mathématique, pratiquement, évidemment pas puisque c'est une langue, mais quand même. Elle se construit autour de deux axes principaux qui sont d'une part les racines, qui construisent un champ sémantique, et on a différents mots qui viennent de la même racine et qui veulent dire des choses différentes. Et on en voit l'exemple ici. Si on prend par exemple en vert, je vois Hora'a, l'enseignement, Horé, le parent, Torah, la Torah, notre Torah, ou bien alors Torah Taquantim, une théorie quelconque scientifique. Et là, on a aussi les harot, c'est-à-dire concevoir. Alors, on voit que autour de… en français, si on dit par exemple parents et théorie scientifique, ça n'a pas grand… ça ne vient pas de la même pensée. Tandis que là, on voit, alors peut-être que le rôle du parent est justement d'enseigner, pas seulement de procréer, mais d'enseigner, et d'enseigner évidemment pour la Torah, mais aussi pour le reste, etc. Si je prends un autre mot qui figure sur cette couverture, en orange par exemple, alors on voit Ktav, et Ktav, l'écriture, Ktuba, le contrat de mariage, Katava, un article de journal, une rubrique dans un journal, et Shirtuv, qui veut dire la réécriture, avec le préfixe shin. La racine commune de tous ces mots, c'est évidemment kaf, taf, bet. Alors, quel est le rapport entre la réécriture de l'histoire et un contrat de mariage? Dans une autre langue, il n'y en a pas. En hébreu, il y en a, parce que ce sont des concepts qui sont basés et dont l'essence est l'écriture. Alors tout ça, ça nous regroupe dans une même famille de mots, des mots venant de la même racine. On va broder autour de ça dans le livre. Et alors je disais d'une part la racine, d'autre part un concept que j'utilise beaucoup dans le livre, que j'ai appelé le shem. En hébreu, ça s'appelle mishkal, et c'est-à-dire le rythme. Si je vous donne un exemple, c'est par exemple, si vous connaissez peut-être les maladies, souvent, si on prend les maladies, par exemple, en gros, hein, ce n'est pas toujours à 100%, mais les maladies, par exemple, alors la rubéole, ça se dira adémet, la rougeole, ça se dira chatsevet, et quand on tousse la coqueluche, ça se dira chaélet, etc. Alors, ce qu'on entend, si on écoute la musique, c'est ça que j'ai appelé le shem, c'est A et E. Et ça se répète avec des racines différentes. Donc, on voit que c'est une catégorie qui est celle des maladies. Et souvent, on peut comprendre, on le verra peut-être plus tard, je ne vous donne pas un exemple tout de suite maintenant, à moins que vous le vouliez. Tiens, je vais vous le donner pour pas. On comprend tout de suite, c'est-à-dire pour le locuteur hébraïque, de quoi il s'agit, même si on ne connaît pas le mot. Et justement, à propos des maladies, je vais vous donner cet exemple. Il y a quelques années, 2-3 ans, je crois, il y a eu dans le pays une maladie qui a surgi. On en a parlé à la radio. Ce n'est pas la corona, non. À elle, on ne lui a pas donné de nom, justement. Mais une maladie qui a surgi, moi, je me rappelle, j'étais dans la voiture, j'ai entendu ça à la radio. On a parlé de Achberet. Achberet, comme Shaelet, Ademet, Hatsevet, etc. A et E. Donc, on comprend que c'est une maladie.
on comprend tout de suite autre chose parce que dans ce mot, on voit un mot que tout le monde connaît quand on parle hébreu, akhbar. Akhbar, ça veut dire souris. Donc, on comprend, et on le dit, c'est une maladie qui a été propagée par les souris qui se trouvent dans les c'est fini cette maladie, on n'en parle plus. Mais à l'époque, tout à coup, on en parlait aux informations. Personne, évidemment, n'en avait jamais entendu parler, mais on comprend tout de suite de quoi il s'agissait. Comprenez? Parce que pour quelqu'un qui parle hébreu, c'est comme ça. Entre parenthèses, ce mot arberet, en français, j'avais cherché, je dois regarder maintenant, je l'ai noté pour savoir comment ça s'appelle en français, c'est beaucoup plus difficile de s'en rappeler. Ça s'appelle leptospirose. Il y a des médecins parmi vous, peut-être qui connaissent ça, sinon je doute qu'on le connaisse, ou que leptospirose évoque pour vous ce que c'est. Alors que là, on peut tout de suite saisir ce que c'est. Si je vous donne un autre exemple pour dire ça vraiment avant tout le monde, je me rappelle en 1977, il y a eu des élections et c'était la première fois que le gouvernement a changé. Jusque-là, c'était un gouvernement travailliste jusqu'en 1977. Et là, quand Begin est venu au pouvoir la première fois, alors on attendait les résultats des informations. Et le présentateur, à 8h ou à 10h, je ne sais plus, à 10h, il a annoncé, il a dit une chose, il a dit un mot. Il a dit un mot qui depuis, évidemment, est rentré dans la langue et fait très utilisé. Il a dit Mahapach. Et c'est tout. Et tout le monde a compris. Pourquoi? Parce que Mahapach vient de la racine, on l'identifie tout de suite, Eipechet, Eipechaf, Afour, Afour, ça a changé. Et avec le préfixe du substantif même, qui est un préfixe de substantif, donc ça a changé. On connaît le mot Mahapecha, qui veut dire révolution. On connaît le mot biblique Mahapechet, Sodom Nehefechet, est-il écrit dans la Bible. Donc tout le monde a compris, il y avait ceci, maintenant il y a autre chose, le contraire. Mahapar, il a dit un seul mot. Après, évidemment, on en a parlé pendant des heures, parce que c'est ce qu'on fait toujours le soir des élections, mais d'abord, c'était Mahapar, silence, tout le monde a compris. Voilà. Alors depuis, évidemment, le mot est très usité, mais c'est lui qui l'a inventé à l'instant même, peut-être une heure avant, s'il voyait déjà les choses changer. Voilà, donc l'hébreu, on va dire, est construit autour de deux choses essentielles, la racine d'une part, le shem d'autre part, shem mishkal, shem, on peut dire rythme, musique, comme ça, A et E pour les maladies, etc. On verra. Alors, je me propose de vous parler de toutes ces subtilités de la langue hébraïque en vous présentant une rubrique de chaque partie du livre que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, je vous ai dit, la première partie, ça s'appelle Au fil du calendrier, ça suit les fêtes. Alors maintenant, on est dans une période où il n'y a pas de fête, ni il y a quelque temps, ni peu après. Donc, j'ai choisi là un chapitre qui s'occupe plutôt qui rentre dans le schéma du fil du calendrier, mais qui parle ça s'appelle de proche en proche et qui parle des korban, des sacrifices, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait à toutes les fêtes, mais pas seulement, donc on peut en parler maintenant. Alors, je vous propose de lire avec vous cette rubrique de proche en proche. Charlie, tu peux la mettre pour que tout le monde... Oui, je la cherche. Attendez. Ah mince. Est-ce que... Mince. Ça, c'est le 4e de couverture. Attendez. Je n'ai pas encore une très longue habitude, mais je vais finir par trouver les pages en question. Attendez. Alors, vous pouvez... attendez. Partage d'écran s'est arrêté. Alors, attendez. Excusez-moi de cette... alors, on va trouver tableau blanc. Afficher toutes les fenêtres. Quelques rubriques. Ça va, sinon je peux le lire comme ça, on entendra. Mais... attendez, je ne comprends pas pourquoi. On peut essayer, s'il y a des difficultés. Alors, voilà, c'est ça, on va essayer. Pendant ce temps-là, je vais chercher les documents. Oui.
Bon, je vous le lis. Voilà. Alors, donc j'ai appelé ça de proche en proche. Si le mot sacrifice évoque l'immolation, son correspondant hébraïque, korban, de karov, près ou proche, indique par lui-même sa nature ou son objectif, qui est de se rapprocher de Dieu. Les corbanotes, sacrifices, quels qu'ils soient, tendent toujours à cela. C'est dans ce but qu'on apporte une offrande en sacrifice, He'ela korban en hébreu, littéralement, faire monter le korban vers Dieu, ou Hekriv korban, expression synonyme où la racine est répétée, Hekriv korban, la racine est répétée, autre figure de style très prisée par l'hébreu. Les verbes le He'ela ou Hekriv sont à la forme causative du hifil, marquant que le verbe est la cause de l'action. Le résultat de l'acte sera le rapprochement souhaité, kirva, mot qui est à la base de plusieurs expressions. On parle de kirvat dam pour désigner les liens du sang, la parenté héréditaire, laquelle n'est qu'une partie de kirvat mishpacha, les liens familiaux, qui englobent aussi les liens par alliance au sens large. Ni l'une ni l'autre n'engendre d'ailleurs obligatoirement yachassé kirva, des relations proches, voire une intimité, même si l'on n'habite pas loin les uns des autres, soit bekirvat makom, près du lieu. La racine kouf reshbet apparaît aussi sous une autre forme causative du verbe. Le piel, kirev, signifie approcher, dans un sens tout à fait profane. Ainsi, le karev kissé, signifie approcher une chaise. Et pour parler de deux personnes qu'une expérience commune a rapprochées, on dira Achavaya she'avru yachad kirva otam ze leze. Je peux agrandir. Achavaya, l'expérience, kirva otam ze leze. Voilà. Voilà. Excusez-moi pour le retard. Dérouler. Il faut le dérouler encore un peu. Non, ça c'est trop. Moins. Le verbe, voilà. Voilà, ça va. Je crois. Le verbe est là, écrive. Le verbe kerev, ça commence le paragraphe. Oui, voilà, ça va. C'est à peu près au milieu. J'en suis là. Le verbe existe aussi. Attendez. Le verbe existe aussi à la forme réflexive du hit pael. Donc, on a vu le piel, paal, le piel, hifil, et maintenant hit pael, hit karev, s'approcher ou se rapprocher. Donc, la forme réflexive. On prendra soin d'interdire aux enfants de s'approcher du feu, le hit karev, la esh. Et tout enfant se réjouit quand Yom Huledet mitkarev, quand son anniversaire approche. Notons aussi la forme réflexive en hébreu, alors que la forme simple du Pa'al, Karev, approché, est littéraire. Contrairement à ce qui se passe d'habitude, le Pa'al ici est beaucoup un registre plus élevé. Pour dire par exemple que la fête approche, on peut dire Achag Holech de Karev, ce qui implique une certaine solennité. Certains sacrifices devaient être offerts dans un temps particulier. Il n'était pas question d'être en retard en la matière. Il ne sert plus à rien de faire son offrande une fois passé le temps imparti. C'est ce qu'énonce la règle talmudique Avar zmano, batel korbano. Avar zmano, le temps est passé, c'est plus la peine de faire ce sacrifice. Expression qu'on peut employer aujourd'hui, par exemple, à propos de l'idée de discuter du moment d'allocation après le vote du budget. C'est évidemment trop tard et cela ne sert plus à rien. Alors on peut l'utiliser dans un registre tout à fait profane et prosaïque pour dire Avar zmano batel korbano, c'est plus le moment, quoi. L'expression nafal korban signifie être victime de quelque chose ou de quelqu'un, payer les frais. L'atteinte peut être grave, mais l'expression peut aussi s'appliquer à une blague du 1er avril. Si on vous photographie par exemple en train de glisser sur une banane et après on le montre à tout le monde, atem hu nafal korban le macho. Okay? Hakrava exprime l'action de se sacrifier, le dévouement.
Les parents y consentent parfois pour leurs enfants. Le phénomène apparaît aussi lors d'une bataille, laquelle se dit d'ailleurs grave, marquant que les antagonistes, trop proches, se sont heurtés. Grave du même mot, tout ça. Vous comprenez? Donc là, j'ai brodé sur la racine en disant les expressions qui s'y rapportent et on peut réfléchir à ce que c'est des mots qui n'ont aucun rapport ou qui n'appartiennent pas à la même catégorie sémantique peuvent avoir de commun à la racine, justement. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça ou bien ou est-ce que ça évoque quelque chose de plus chez vous? Ou bien j'enchaîne. Ceux qui veulent poser des questions, ouvrez votre micro. Je peux poser une question? Oui, oui, bien sûr. Juste pour revenir en arrière sur ce que tu as appelé le Shem Mishkal, le nom du rythme. Oui. Je me trompe si je dis que tu penses à la poésie Oui, aussi? aussi, bien sûr. Alors, la poésie, c'est une composante de la poésie, mais en hébreu, justement, on peut, avec la musique, évoquer des mots qui n'ont rien à voir, mais qui sont construits sur le même schème. Alors, quelquefois, c'est pas seulement pour la poésie, c'est aussi pour les choses tout à fait prosaïques. C'est des mots. Oui. Non, mais c'est la proximité, c'est ça. Mais exactement, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé le mot schème en français, parce que j'ai eu du mal, comme ça n'existe pas du point de vue linguistique en français. Ça existe dans les langues sémites, mais pas dans les langues européennes, que je connais du moins. Ok, alors, juste aussi une chose, c'est parmi les mots qui peuvent être familiers à certains sportifs, le Krav Maga, c'est au sens strict le close combat. Voilà, exactement. Alors, vous connaissez justement Krav Maga, même si vous ne connaissez pas le mot Krav, bataille. Voilà. Ok, merci. Alors, on va d'ailleurs peut-être reprendre des thèmes comme ça, mais justement, je voulais vous parler aussi un petit peu de quelque chose auquel ce livre fait beaucoup allusion, à l'histoire de la langue. Alors là, je voudrais vous lire un chapitre qui s'appelle « Le réveil de la Belle au bois dormant », qui fait suite évidemment à La Belle au bois dormant. Alors, et le réveil de la Belle au bois dormant, c'est évidemment l'hébreu, et qui était, entre guillemets, endormi pendant longtemps, on va voir, et qui s'est réveillé. On va parler justement des temps modernes, ou la renaissance de la langue hébraïque. Donc, on va un peu suivre comment ça s'est fait pour pouvoir comprendre plusieurs choses par la suite. Donc, je vous lis maintenant le réveil, Charlie, le réveil de la… Voilà, parfait. On peut agrandir peut-être pour que les gens puissent lire, et je vous lis en même temps. Alors. Très bien. Très bien. Le réveil de la Belle au bois dormant. Si l'hébreu ne fut jamais délaissé, il ne fut toutefois durant des siècles qu'une langue écrite et lue, dans laquelle étaient essentiellement rédigés les responsa, posés au rabbin évidemment. La Haskalah engendra une littérature hébraïque laïque, mais ce n'est que près de 100 ans plus tard qu'eut lieu le phénomène exceptionnel de la résurrection de la langue. C'est Eliezer ben Yehuda qui œuvra pour faire à nouveau de l'hébreu une langue vivante. À peine arrivé en terre d'Israël, il déclara à sa jeune épouse que désormais, il ne parlerait qu'hébreu. Les membres de l'association qu'il créa pour diffuser la langue firent de même. Ben Yehuda rédigea un milon, dictionnaire, et ce fut le premier mot qu'il créa, à partir de mila, mot. Sur le même schème, il inventa à partir du vocable et, ça veut dire temps, le mot iton, journal, publication paraissant à intervalles réguliers. Journaliste et donc itonai. Ben Yehuda et les autres promoteurs de l'hébreu moderne créèrent des mots selon plusieurs modes. On pouvait par exemple s'inspirer de mots bibliques en leur donnant un sens nouveau. Le mot hashmal, par exemple, est dans Ézéchiel chapitre 1, verset 4, pour le moins mystérieux. La Septante l'avait traduit par électron, qui signifie ambre en grec. Ben Yehuda lui donna son sens moderne d'électricité, par le biais de la Septante. Ekdach, autre mot biblique, signifiait
pierre à feu ou pierre précieuse rouge, c'est aujourd'hui le revolver. Évidemment, ce mot-là n'existait pas du temps biblique. Une autre méthode, donc c'est des mots qui étaient assez ésotériques et à quels on a donné un nouveau sens. Fabienne, j'ai une petite question. Est-ce que Egdar, ça m'a toujours fait penser à Codéar, c'est-à-dire forer, le forage, donc qui fait un trou. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? C'est la même racine, tout à fait. L'Egdoar, et je crois qu'en arabe, le mot kadar, que je ne sais pas prononcer comme il faut, veut dire aussi rouge ou veut dire quelque chose. Enfin, il existe donc dans les langues sémites. C'est la couleur du feu. Une autre méthode est de prendre une racine hébraïque et de la couler dans un certain schème. C'est pour ça que je voulais vous expliquer tout à l'heure en vous montrant la couverture. Ainsi, à partir de la racine Zain Mem Reish, Zemer, Zemer qui veut dire en hébreu le chant, sur le rythme de Ta'arovet, mélange, ou Tirkovet, composé, ces deux-là ont le même schème, naquit le mot Tizmoret. Ta'arovet, Tirkovet, Tizmoret. C'est la même musique, le même schème, qui au départ donc aurait dû être, si on réfléchit, chorale, puisque ça vient du mot chant. Nous avons la racine de chant et nous avons un truc, donc ça devrait être chorale. Mais l'usage en décida autrement. Et aujourd'hui, c'est orchestre. Si le mot mivrechet, brosse, arbore fièrement un schème hébraïque, sa racine est empruntée à l'anglais. Mais on l'utilise tant pour les cheveux, les dents ou les chaussures qu'on ne sait même plus qu'il fut broche. Mivrechet. Ben Yehuda créa aussi maghetz, fer à repasser, katava, on l'a vu tout à l'heure, article, midracha, trottoir, bouba, poupée, misrad, bureau, mitria, à parapluie, mishtara, police, miklachat, douche, riba, confiture, rakevet, train, et aussi me'anien, intéressant, n'est-ce pas? Parmi les trouvailles les plus réussies, citons nazelet, le rhume, qui allie la racine nunzain lamed, coulée, au schème des maladies. Vous vous rappelez? Nazelet, zahevet, a et ressemble par ailleurs au mot nasal. J'adore ce mot. Le mot glida, glace, est tout aussi délicieux, puisque sa racine gimel lamed daled, évoquant quelque chose de glacé, geled, décliné sur le mode des mets, comme ktsitsa, boulette, rappelle en même temps son équivalent italien gelato, glida, ktsitsa. Okay? Ben Yehuda créa ou recréa tant de mots que l'hébreu est aujourd'hui bien vivant. Et les juifs du quatre coins du monde discutent, travaillent, font des déclarations d'impôts ou d'amour en hébreu. Un vrai miracle. Notons que le phénomène en question, Ness, fut le dernier mot qu'il nota dans son dictionnaire avant de rendre l'âme. Il n'eut donc pas le temps d'y noter la définition de nefesh, l'âme, justement. Voilà. Alors là… Fabienne, on peut dire quelque chose? Bien sûr. Myriam voudrait poser une question. Oui. Si on applique la règle de A et maladie, quel lien entre Rakevet et la maladie? Ah ben voilà, alors c'est une bonne question, mais d'abord la règle des maladies selon le risque, je vous ai dit, c'est pas quelque chose de rigide, c'est quelque chose qui aide quelquefois, c'est quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est pas un phénomène à 100%, ni dans la signification, ni pour ça. Mais si vous parlez de Rakevet, ça a été, comment est-on arrivé à ce mot, comment est-il arrivé à ce mot Rakevet? Alors, il s'est référé en fait à Rakevet, donc c'est un train qui a plusieurs wagons, n'est-ce pas? Et un wagon ou un véhicule se dit Rechev. Or, dans la Torah, nous avons le mot Gamelet. Que veut dire Gamelet? Du mot Gamal, Gamal le chameau, et Gamelet, c'est un convoi de chameaux. Une chayara de chameaux, un convoi de chameaux, un chameau qui suit l'autre, comme les wagons se suivent dans un train. Vous voyez? Qu'est-ce que ça va avec la maladie?
ça n'a rien à voir avec la maladie. Je vous ai dit, c'est pas 100%, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme quelque chose qui marche toujours. C'est pas, je vous ai dit, c'est amusant, ça arrive, ça aide quelquefois à comprendre, mais ce n'est pas tout. Mais les mots sont construits comme ça. Si par exemple je prends le mot Bouba, comment est-ce qu'il est arrivé au mot Bouba, Ben Yehuda? Alors, Bouba, comme il savait beaucoup de langues, il savait aussi le français, ça ressemble d'une part à poupée, ça ressemble aussi à un mot arabe qui veut dire petit enfant, Bouba. Donc, il a créé ce mot. Donc, il a créé, vous voyez, par différents biais. On peut voir qu'il a utilisé différents modes pour créer des nouveaux mots. D'une part, on a dit donner un nouveau sens à des mots inusités déjà, ou tomber dans l'oubli, ou dont on ne connaît pas le sens, ou dont on ne peut pas vraiment comprendre le sens, comme celui de la vision d'Ézéchiel pour Hashmal, de leur donner un nouveau sens, d'une part, ou bien faire renaître des mots avec une orientation particulière ou différente ou proche, des mots existants dans le lexique hébraïque de nos sources, ou bien en fait, voilà. En fait, je vais vous dire ça autrement. Comment est-ce qu'on crée ces nouveaux mots et les néologismes, c'est quelque chose de très vivant dans la langue hébraïque qui avait évidemment besoin de renforcer son vocabulaire. Mais alors, le principe qui a été énoncé par les membres de cet ancêtre de l'Académie hébraïque qui était le Vaad Alashon, le comité de la langue, a été énoncé par Yechiel Pines. Il a dit au début du XXe siècle que la meilleure façon de créer de nouveaux termes, c'est la plus grande qualité pour un nouveau mot est de ne pas être nouveau. Ça peut sembler paradoxal, et ça le serait certes pour toute autre langue, mais en hébreu, ce n'est pas le cas. Et pourquoi? D'abord, pourquoi? Pour reprendre, parce que l'hébreu, avec ses 3000 ans d'histoire, a cette particularité que n'ont pas les autres langues, que chaque strate de son histoire, que ce soit l'hébreu biblique, l'hébreu mishnaïque, la langue de nos sages, l'hébreu du Moyen-Âge, ou l'hébreu de la Haskalah, ou l'hébreu moderne, chaque strate s'ajoute aux autres, mais ne les supprime pas. Si par exemple vous prenez la chanson de Roland en français, qui est, je crois, la première œuvre littéraire à être écrite, et si vous la lisez, si vous n'êtes pas un spécialiste du français du Moyen-Âge ou un linguiste, on ne la comprend pas, on ne comprend pas un mot. Alors que si vous prenez une épigraphe devant le tunnel du Kotel ou quelque chose comme ça, c'est un endroit où je pense maintenant, mais partout, eh ben, un enfant peut le lire et le comprendre, alors que l'hébreu date de 3000 ans. Donc, chaque strate s'ajoute aux autres. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Pines, quand il veut dire la plus grande qualité d'un nouveau mot, c'est de ne pas être nouveau? C'est la première chose qu'ont cherché à faire ces nouveaux promoteurs de la langue, c'est de puiser dans l'arsenal du vocabulaire existant aux strates anciennes, l'hébreu biblique, l'hébreu de nos sages, le Moyen-Âge, etc. Et donc l'hébreu qui a toujours été écrit, on peut épuiser et lui donner un sens moderne avec l'ajout d'un suffixe, à l'ajout d'un préfixe, en changeant. Et voilà, donc le préfixe, le suffixe, le shem et la racine, ça nous donne la meilleure base pour créer de nouveaux mots. On en verra des exemples tout à l'heure. Alors, si on ne trouve pas dans les strates de la langue hébraïque, on peut aussi faire de nouvelles œuvres d'innovation autrement. Ils ont cherché d'abord dans les langues sœurs, c'est-à-dire en arabe ou en araméen. Donc, beaucoup de mots nous viennent qu'il a voulu recréer, viennent que Ben Yehuda ou d'autres plus tard peuvent venir de langues sœurs, comme ça, de l'arabe ou de l'araméen. Mais pas seulement. Il peut aussi y avoir, par exemple, pour le mot
si je prends, il peut y avoir aussi des glissements sémantiques. Par exemple, si je prends le mot diber qui veut dire la parole, aseret adibrot dans la Bible. Et aujourd'hui, le daber, etc. Et non, le daber, c'est biblique. Il peut y avoir comme ça des dover tzahal, c'est-à-dire le porte-parole. Okay? Donc, on a ajouté le vav du présent à un mot biblique et donc on a des glissements sémantiques à partir de la même racine. C'est une autre manière de créer de nouveaux mots, mais aussi, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'un suffixe ou d'un préfixe qui peut faire de nouveaux mots. Si je prends par exemple, pour vous donner un exemple de néologisme, par exemple, comment on dit en hébreu l'ordinateur. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Pardon? J'ai une petite question, s'il vous plaît. Je vous en prie. Dover Sahal. Pour moi, Dover, ça vient du Paal. Oui. Oui. Pourquoi on aurait pu dire Medaber Sahal, non? Ben oui. De choisir. Est-ce que le choix est judicieux? Voilà ma question. D'abord, il existe comme ça et on le connaît comme ça. Donc maintenant, pour moi, c'est naturel. Je pense qu'il est judicieux parce qu'il faut dire que ceux qui réfléchissent à ça, ils réfléchissent beaucoup et savent. Et Dover, c'est quelque chose qu'on fait maintenant. Medaber, maintenant, moi, je parle, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui. Alors, si je vous donne un mot, j'étais en train de vous parler du mot, par exemple, qui a été recréé, qui est un néologisme qu'on a créé en hébreu et en français, mais dans la plupart des autres langues, on utilise le mot anglais pour dire ordinateur. Comment on dit ordinateur en hébreu? Marchev. Marchev. En espagnol ou dans n'importe quelle autre langue, on dit computer. Beaucoup ont gardé l'anglais. Mais l'hébreu a créé Marchev et qui devait remplacer donc le mot de computer, et en cela, il respecte le droit d'aînesse de son homologue anglais, puisque computer dérive de compute, et marchev dérive de chichev, et le chachev, c'est calculer. Tout en arborant le schème des outils, là non plus, c'est pas quelque chose de très strict, mais beaucoup d'outils qui commencent par un même qui est le signe d'un substantif. Donc, même plus Rachav, Marchev, l'ordinateur. Comme on a Mafsek, l'interrupteur. Pasak, arrêté, même substantif des objets, si vous voulez, etc. Ou bien quelque chose de très, très utile aujourd'hui, ça, c'est un chargeur. Mat'en, lit'on, ta'an, mat'en. OK. Alors, donc, ça, c'est une autre façon de faire des nouveaux mots. Il y a évidemment aussi des emprunts à des autres langues. L'hébreu, comme toutes les langues, ont toujours emprunté aux autres langues. Évidemment, aujourd'hui, l'anglais est présent partout et beaucoup s'en plaignent, les Français aussi, ou s'en plaignent pas, mais enfin, bon, c'est comme ça. Mais au cours de sa longue histoire, l'hébreu a emprunté et sont rentrés dans la langue hébraïque beaucoup de mots grecs par le biais de la langue des sages. Ne serait-ce que le mot Sanhedrin, qui vient du grec, ou le mot apikores. Apikores, celui qui Est-ce que je me pose une question? Oui. Voilà. Étant donné que l'hébreu est également une langue biblique, l'hébreu possède quelque chose d'unique. Point de vue biblique, ce qu'on appelle la science s'appelle gematria, qui est les lettres sont non seulement les mots qu'elles portent, mais même les lettres, qui est toute une philosophie des lettres gematria. Or, ce que vous faites là, c'est intéressant du point de vue architecture nouvelle, moderne. Vous avez rompu le lien biblique. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire, évidemment, chaque lettre a une signification numérique en hébreu, c'est vrai. Personnellement, je n'aime pas les exégèses qui sont basées là-dessus ou seulement basées là-dessus parce qu'on peut faire dire n'importe quoi. Mais je ne nie pas, bon, il y en a qui aiment ça et que libre à chacun d'interpréter chaque fois. Maintenant, je parle de la construction des mots, comment on fait des nouveaux mots ou comment on peut interpréter ou comprendre des concepts en hébreu.
Ça peut aller à côté de la guimatria ou ça peut aller avec ou sans. Ça n'a pas de rapport. Aline? J'aurais une petite question. Est-ce que vous accepteriez la comparaison suivante que je soumets absolument comme une question? Ce que vous avez dit à propos des racines dans l'hébreu biblique, alors on pourrait comparer cela aux racines que l'on trouve dans les langues indo-européennes qui déterminent de la même manière des champs sémantiques. Et ce que vous nous expliquez de l'évolution de la langue jusqu'à l'hébreu moderne, c'est ce qu'on appellerait, nous, l'étymologie, en fait, avec cette différence qu'il y a une espèce, évidemment, de volontarisme dans l'étymologie de l'hébreu moderne qui est lié au caractère de résurrection, véritablement, de la langue. Oui, l'étymologie, alors si je me permets de dire mon avis, enfin bon, c'est évident dans le livre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est évidemment un domaine très intéressant en linguistique dans toutes les langues. Ce que je voulais dire en comparant avec la chanson de Roland, par exemple, c'est que vous ne reconnaîtriez plus les racines du français du Moyen-Âge. Sans parler du français millénaire n'existe pas. Mais enfin, triple millénaire. Mais évidemment, le phénomène étymologique, de l'étymologie, on peut le suivre dans n'importe quelle langue. C'est très intéressant. Et ce que je suis en disant que l'hébreu, de vouloir créer des nouveaux mots en hébreu, les néologismes à partir de racines anciennes, ça vient de de faire primer l'étymologie. Évidemment, c'est relier l'hébreu dans toute sa beauté et toute son histoire. Alors, les racines, les champs sémantiques existent évidemment dans toutes les langues. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont différents et que ça vous montre la philosophie. On peut réfléchir là-dessus, ça donne à réfléchir, de savoir si le parent est plus quelqu'un qui met au monde des enfants ou quelqu'un qui a une vocation d'enseignement, par exemple. Ça peut donner, on verra peut-être d'autres exemples qui prêtent à expliciter ça plus amplement, mais je ne fais pas une comparaison de l'étymologie française à l'étymologie hébraïque, mais je montre souvent l'étymologie, en quoi elle peut nous aider à comprendre des choses qui ne sont pas évidentes a priori. Je propose, Fabienne, qu'on avance dans les documents pour avoir encore plus d'enseignements. D'accord. Alors, donc je vous disais que par exemple, l'emprunt aux autres langues est aussi évident et l'hébreu, alors des mots sont rentrés tels quels en hébreu. Alors, c'était déjà ancien, s'ils étaient dans la Mishnah, par exemple, donc on utilise aujourd'hui, on utilise, par exemple, beaucoup de mots grecs, comme je vous en donnais l'exemple, par exemple, ou bien avatiar, par exemple. Vous savez ce que c'est avatiar? Avatiar, c'est une pastèque. Pastèque. Ça vient de l'égyptien, figurez-vous, tout droit sorti d'Égypte. J'ai un chapitre là-dessus aussi. Alors maintenant, je vais vous lire dans la troisième rubrique, un chapitre qui s'appelle Crimes et châtiments, que j'ai appelé comme ça. Et je vous rappelle que c'est la partie qui est dédiée aux organes du corps. Alors, vous verrez que ça donne beaucoup de mots qui ont été formés à partir d'organes cœur. Alors, j'ai toute une série de chapitres où j'examine chaque fois un mot, que ce soit l'oreille ou autre chose. Et celui que je vais vous lire, il nous parle du visage, très important en hébreu. On va penser à Lévinas ou à beaucoup de choses. Crime et châtiment. Vous pouvez agrandir que les gens… Oui, je vais agrandir. Zoom avant. Zoom avant. Zoom avant. Alors là, j'ai choisi de raconter une histoire et dans cette histoire, vous verrez, alors là, je m'amuse beaucoup, que dans cette histoire, vous verrez apparaître le mot sous toutes ses formes et dans toutes ses qualités. Le petit délinquant qui devait être jugé ce jour-là avait toujours manqué de respect envers tous. Petit, il répondait à sa mère, ou comme le lui disait tout de go, Amar la et haemet bapanim. Il lui jetait la vérité en face. Plus tard, He'ez panim, il se montrait insolent envers ses professeurs et avec d'autres petits maraudeurs,
Amad panim el panim, il se mesura à la police. Alors, lors d'un braquage de banque qu'il avait pratiqué, Raoul Panim, encagoulé. Ou ishrir et pnei horav ve'echav. Il faisait honte, ou ishrir, ou sachachor. Il faisait honte, causer de la peine à ses parents et à ses frères. Il était recherché. On avait établi un portrait robot où apparaissait son cluster panim, les traits de son visage. Cluster panim. Quand on l'arrêta, il eut un malaise. Koriku panav. Il devint vert et vomit sur le canapé du commissariat. Cela n'arrangea pas son affaire. Quand, lors d'une première audience, il demanda au juge de remplacer la prison par une résidence surveillée, celui-ci, Heshiv et panav rekam, il rejeta sa demande et le renvoya de bochet panim, honteusement, dans sa cellule. Il eut le temps de réfléchir et Gila panim chadashot, il découvrit de nouveaux aspects de sa personnalité. Il eut honte. Pour sa deuxième séance au tribunal, Kelit et panav, il se couvrit la face. Il n'en menait pas large quand son grand frère témoigna à la barre, déclarant qu'il le connaissait l'ifnim ou l'ifnim parfaitement, qu'il connaissait tous ses secrets. Comme dans le cadre de son repentir tardif mais sincère, Hulo hemit panim, il ne simulait ni ne prétendait être ce qu'il n'était pas. Notre malfaiteur commença à étudier les textes sacrés. Il pensa fort justement, à cet instant, que l'expression l'ifnim ou l'ifné ou l'ifnim a d'abord désigné le Saint des Saints dans la langue de nos sages. Et, si je peux intervenir, j'ajouterais que c'est aussi une appellation châtiée pour désigner un lieu important, très intime, où peu de gens peuvent pénétrer. Il essaya aussi de se consoler en affabulant qu'il appartenait à un temps de Hester Panim, où Dieu se cache et n'intervient pas en faveur de son peuple. Le juge, qui par la force des choses ne voyait pas comparaître des enfants de cœur, en était arrivé à la conclusion que Pnei Hador que Pnei Hakelev. Littéralement, la face de cette génération est celle d'un chien, c'est-à-dire la génération est dépravée. Évidemment, il se devait de juger le lom asopanim impartialement, sans parti pris. Il rendit finalement un jugement l'ifnim mishurat adin, c'est-à-dire sans appliquer la loi au pied de la lettre, avec indulgence, et lui accorda un sursis. La mine bon enfant de notre accusé y était-elle pour quelque chose? Oui. Prenez l'exemple Voilà. Je vous donne un exemple. Le mot vérité. Vérité veut dire Aleph, même Tav. Or, ce que je veux dire, c'est uniquement l'hébreu qui peut le donner. Parce que ce que vous dites, on peut vous le faire dans toutes les langues. Mais M était formé Aleph, la première lettre de l'alphabet, même celle du milieu, et Tav la dernière. C'est-à-dire très difficile à obtenir. Les lettres sont très loin l'une de l'autre. Prenez par exemple Shekel, le mensonge qui est fait de 3 lettres qui se touchent dans l'alphabet. Cette manière de penser uniquement hébraïque, aucune autre langue tient compte de mots, de lettres. Tout ce que vous faites, c'est très beau pour l'hébreu, mais on peut le faire pour toutes les autres langues. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vous parle de l'hébreu et ça vous aidera. Maintenant, pour le mot, ce que vous avez dit, vous êtes la même personne qui m'avait demandé à propos de la gematria? Oui, oui. Oui, voilà. Alors, bon, on peut évidemment faire des exégèses à l'infini sur d'autres registres, dans d'autres domaines. Là, je vous ai montré, par exemple, l'idée de ce chapitre et d'autres, c'est de montrer à partir d'une racine, à partir d'un mot, le mot panim, les expressions où ce mot intervient. C'est-à-dire, il intervient dans beaucoup d'expressions, il se décline sous différentes formes et on peut voir, comme
les organes corporels en général. Et le mot panim, évidemment, c'est pas exhaustif. D'ailleurs, je crois que j'ai 2 chapitres sur le mot panim. Ont beaucoup de, on pourrait les décliner à l'infini. Ils sont très importants. Justement, la langue se structure beaucoup autour du corps humain. Même au niveau des prépositions, si vous voulez, les yad, etc. Très bien. L'ifnim ou l'ifnim, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ou qu'est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Oui, ça me fait penser au fait qu'on peut-être relier panim avec ifnot, se tourner vers. Tout à fait. Et j'aime bien en fait faire ce lien parce qu'il me semble que ça a quelque chose à voir avec le fait que pour la prière, on se tourne vers l'Est et le ponant désigne en fait ce point cardinal. Alors il y a eu peut-être ici aussi des mots qui ont circulé entre le latin, le français, entre le grec et l'hébreu, c'est certain. J'ai toujours été étonné par la proximité entre thérapie et troufa. Ah, thérapie et troufa, ça c'est autre chose, ça c'est sûr. Et alors, j'avais une question aussi sur panim. Mais ça c'est par le biais du grec justement. Oui, c'est par le grec. L'expression moderne à la panime que j'ai jamais... À la panime, voilà. Bon, alors écoutez, toutes les expressions que vous citez là, je vous ai dit, maintenant je tourne la page et je vois, oui, en effet, j'ai un autre chapitre. Je vous ai dit, ce n'est pas exhaustif. Alors, il y avait tellement d'expressions que j'en ai fait 2. Le premier, juste la rubrique précédente, s'appelle 4 figures. Et justement, là-dedans, je parle aussi de Alapanim et de l'Ifnot, etc. Mais enfin, je ne peux pas tout vous lire. Alors, justement, ce qui est aussi intéressant en hébreu et qui est amusant et qui est tout concourt à tout, c'est que le même mot peut donner naissance à des expressions très châtiées, très emphatiques, très élevées, et aussi à de l'argot, Alapanim. Et peut-être à propos de ça, parce que toutes les expressions, comme je vous le disais tout à l'heure, le résultat de l'hébreu qu'on parle aujourd'hui est le résultat de cette cumulation de toutes les périodes où l'hébreu a vécu, même si il était endormi. Et peut-être, Charlie, tu peux montrer à ce propos très rapidement, 2 petites diapos avec une phrase. Ça s'appelle phrase estrate ou bien phrase? Alors, d'abord phrase et après phrase extraite. OK. Alors, allons-y. Zoom avant. Zoom avant. Zoom avant. Et zoom avant. Alors, on peut agrandir. Encore agrandir. Encore. Ça va, c'est comme vous voulez. C'est bien, là, non? Zoom avant. Voilà. Je vais juste qu'on voit toute la phrase. Voilà. Attendez. Même elle était là en plus petit, qu'on puisse voir toute la phrase. Tu mets un tout petit peu plus petit. Un petit peu plus petit. Voilà. C'est bon comme ça? Moi, je ne vois pas toute la phrase, mais... Ah, alors attends. Je vais encore... Voilà, la phrase est complète. Bemerkaz Haïr. Bon, alors, on va lire cette phrase ensemble et on va voir, c'est une phrase courante, enfin que n'importe qui peut utiliser aujourd'hui. Bemerkaz Haïr, leyad duchan hapais, efshar lechol glida besababa. Alors, pourquoi on a construit cette phrase? Parce que c'est une phrase ordinaire et il y a des termes qui sont justement puisés à différentes strates et à différents niveaux. Et dans le langage parlé, évidemment, on peut l'utiliser tout à fait. Alors, si vous voulez deviner d'abord, avant qu'on vous donne la réponse, Bemerkaz, d'où ça vient? Du Merkaz? J'ai l'impression que ça vient de l'arabe, non? Merkaz? Tout à fait. Merkaz. On retrouve le terme aussi en turc, mais ça vient de l'arabe. Bemerkaz, Haïr, le mot biblique qui existe. Leyad, vous pouvez mettre la deuxième, on ne va pas tourmenter les gens.
Non, La deuxième phrase. La deuxième mot. Ah, la deuxième phrase. Avec les strates. Ah, d'accord, d'accord, Ça, d'accord. je vous montre. D'accord. Vous pouvez toujours réfléchir vous-même, hein, mais. D'accord. Avec les strates, là. Phrase et strates. D'accord. Voilà. Alors, allons-y. Voilà, en bleu, vous avez les strates. Donc, Bemerkaz. Non, là, on ne voit plus le début. Attends. Je vais rapetisser un peu. C'est bon, là? Voilà. Donc, Bemerkaz, on l'a dit, ça vient de l'arabe du Moyen-Âge. Haïr, donc, c'est de l'hébreu biblique. Et les yad, je vous ai dit les prépositions, les yad à côté, prépositions à partir de la main, ce qui est à côté, c'est ce qu'on peut toucher. Duchan, c'est le stand, si vous voulez, ça vient de l'araméen. Hapais, le Duchan Hapais, c'est le stand de la loterie nationale. Hein, ce qu'on appelle chez nous le Duchan Hapais. Pais, c'est la chance, et ça vient du grec. C'est marqué en hébreu. Ça vient du grec, donc, les deux mots de l'araméen et du grec, Duchan et Pais, nous sont arrivés de l'araméen et du grec par le biais de la langue des sages. Efshar, c'est la langue des sages. C'est un mot qui apparaît dans la Mishnah beaucoup. Efshar, le'chol, manger, c'est de l'hébreu biblique. Glida, on l'a dit, c'est un néologisme de Ben Yehuda. Et ce qu'on peut dire bekef ou besababa, c'est du slang, c'est de l'argot, enfin du langage parlé, et qui nous vient de l'arabe. Donc, dans une même phrase, vous avez tout ça ensemble. Tu veux poser une question? J'ai une question à côté de moi. Je voulais, Fabienne, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? J'entends. Bonjour. Oui, en vous écoutant, tout en cheminant comme ça dans la pensée, il m'est venu, c'est peut-être une digression, mais en même temps, c'est un petit peu lié. Je me suis rendu compte que les mots grecs auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, bon, il y a afikoman, etc., c'était au moment, c'était l'hébreu biblique, enfin, quand les Hébreux étaient en terre de Palestine, enfin, tout ça au moment de tous ces mots d'origine, donc, hébraïque, d'origine grecque, pardon, qui étaient dans la langue hébraïque. Et à contrario, c'est assez drôle, ça m'est venu comme ça, dans les judéo-langues, c'est-à-dire les langues juives qui étaient parlées en exil, il y avait des mots hébreux qui étaient utilisés dans certains cas, par exemple mishpacha en judéo-espagnol, quand ils disent la famille, ils peuvent dire familia, mais ils disent mishpacha, qui est le mot hébreu. En terre d'exil, on utilise l'hébreu dans l'autre langue. Et puis yontev en yiddish, pour dire, c'est assez marrant ce renversement, si je puis dire, c'est-à-dire… Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est très intéressant ce que vous dites, mais c'est vrai. Mais d'abord, j'ai cité comme apport, j'ai cité le grec ou l'araméen ou l'arabe, mais aussi, il y a des mots qui sont venus à l'hébreu par le biais du ladino ou du yiddish, etc. Beaucoup, par exemple, enfin beaucoup, souvent. Je crois que Charlie m'avait posé la question pour le fargen. Oui. Vous connaissez le mot là. Alors, c'est un mot qui est très utilisé ici, et même si on dit qu'on ne sait pas tellement le faire, c'est-à-dire encourager, donner… vous savez ce que ça veut dire, le fargen? Ça veut dire se réjouir de la réussite de quelqu'un d'autre. Se réjouir de et pas en être jaloux ou pas le diminuer. Alors, on utilise ce mot. Alors, c'est vrai et on l'utilise, le fargen, qui vient du yiddish, fargen, je crois, mais on l'utilise donc selon le shem hébraïque du PL, le fargen, ani me fargen, ata me fargen, et firganu, etc. La preuve en est que même le P qui commence le mot se prononce feu, alors qu'en hébreu, ça se prononcerait feu. Et donc, il nous vient du yiddish, mais il a été coulé dans un shem hébraïque, le PL, et on le dit comme ça. De même que les talpen, téléphoner. Alors évidemment, ce n'est pas un mot qui nous vient de nos textes sacrés, hein, le téléphone. Mais bon, il a été emprunté, mais il a été judaïsé, si vous voulez, ou israélianisé. Il est devenu le talpen selon le mode du PL, un shem hébraïque propre.
parce que les verbes suivent les schèmes, évidemment. Alors, on a aussi des mots du yiddish, on a aussi des mots du ladino, comme par exemple demikulu. Vous connaissez, bon. Enfin, il y a des mots qui sont... Ah, c'est per la noumache aussi pour demikulu. Il y a des mots qui nous sont venus de partout, parce qu'évidemment, un contact avec une autre langue produit ce genre d'effet dans les deux sens. Dans les deux sens, oui, parce que dans les autres langues, les vous avez raison. Aussi. Voilà, oui. Vous avez raison. Je peux poser une petite question? Oui, oui. D'abord, merci. Je bois du petit lait en vous écoutant. Mais comment lire correctement? C'est peut-être un autre livre pour vous, mais quand je vois, moi je lisais Dochen Hefis, je ne lisais pas Duchan Apais. Apais, oui, on peut l'écrire aussi avec deux yud, Ken. Aujourd'hui, on l'écrirait avec deux yud, Ken. Mais c'est ça, en fin de compte, ma question qui est autre un peu, c'est autant tout ce que vous dites me parle et vraiment, je trouve ça super et c'est vraiment agréable. Et d'ailleurs, quand on est à l'Ulpan, on apprend avec des bouquins on utilise la méthode que vous faites pour nous apprendre du vocabulaire. Mais le paradoxe, c'est que je suis passé par l'Ulpan et je suis illettré et j'arrive pas à lire l'hébreu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut persévérer. C'est ce que dit Rivon. Assieds-toi et étudie. Voilà. Ça, je peux pas. Si j'étais près de vous, je vous dirais, peut-être je pourrais voir où est-ce que vous avez des difficultés, mais là, c'est un peu difficile à faire dans ce cadre. Okay, mais la seule chose, évidemment, c'est plus facile à apprendre quand plus on est jeune, mais enfin, ça c'est autre chose. Mais persévérez, vous y arriverez, c'est ce que je peux vous dire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous lire encore peut-être un chapitre de la dernière partie, qui est tout le reste, donc, qui est Pot-pourri, et qui va nous donner aussi une perspective sur d'autres choses. Et donc, c'est dans la partie Pot-pourri, et je l'ai appelé celui-là, je les prends au hasard, hein, j'aurais pu vous dire, autrefois l'avenir. Tu l'as, Charlie? Oui. Bon. Alors, vous verrez, il y a plusieurs phénomènes, et là, je vous parlerai peut-être de ces phénomènes un petit peu. Génial. Autrefois, l'avenir. Si Yemei Kedem signifie l'Antiquité, il est intéressant de constater que le mot Kidma, de la même racine, désigne les développements découlant de la modernité. De même, l'homme préhistorique est Ha'adam Hakadmon, alors qu'une personne résolument moderne, éclairée et marchant avec son temps est Adam Mitkadem. Nombre de mots formés sur la racine Kuf Daled même désignent des choses du passé ou antérieures à d'autres choses. Les adjectifs Kadoum, ancien, antique, et Mukdam, préalable, se réfèrent à un passé absolu ou relatif. L'adverbe Kodem signifie avant, auparavant ou initialement. Et pour dire qu'il vaut mieux ne pas remettre les choses à plus tard, l'hébreu dira Veyafa sha'a achat kodem. C'est bien et de faire ça 1 heure avant, littéralement. Le verbe kadam au pa'al, shem pa'al, pa'al signifie précéder. L'expression derer eretz kadma la Torah, vous connaissez, souligne la primauté d'un comportement digne et respectueux d'autrui sur la Torah elle-même. Son cousin, kidem au piel, veut dire promouvoir, promotionner ou accueillir. Ou kidem et pnei ara'a signifie, kidem, il a mis en avant, et pnei, on envoie encore le mot panim, hara'a, quelque chose de mauvais. Signifie donc, il prendra des mesures préventives avant une catastrophe. Ce qu'on ne pouvait pas faire évidemment pour le corona, mais ça c'est autre chose. La famille compte aussi des substantifs, comme kdimon, un néologisme évidemment, est un néologisme désignant le clip annonçant un film, un spectacle ou une vente. Kdimon, vous retrouvez la racine, et le substantif de la fin. Ben Avi avait créé, c'est-à-dire le fils de Ben Yehuda, avait créé le mot takdim, le précédent, propre au pays ou à le précédent, référence pour des cas semblables dans le futur.
qui est un concept juridique évidemment très utilisé. L'indicatif téléphonique propre au pays ou à la ville est la kidomet. Et l'acompte d'un paiement est mikdama, les arts. La priorité, qui est le droit de passer avant l'autre, se dit zchut kdima. Et tous ces mots sont évidemment résolument orientés vers l'avenir. En revanche, le préfixe kdam, avant, de l'araméen, équivaut au français pré quelque chose, et marque l'antériorité dans le temps. On parlera de l'époque kdam historique, préhistorique, de la kdam Eurovision, d'une préparation, ce qu'on fait avant les concours, avant l'Eurovision, d'une préparation kdam tzvaït, pré-militaire, du jardin d'enfants, avant l'âge où ce soit obligatoire, kdam chova, avant le jardin obligatoire, soit avant la scolarité obligatoire. L'expression empruntée à l'araméen, mikadmat dina, qui signifie depuis les temps anciens ou depuis toujours, marque un ordre établi depuis la nuit des temps et donc immuable. On ne saurait oublier le mot kadima, cri de ralliement, signifiant en avant, et aussi nom d'un parti éphémère qui, étymologiquement parlant, pouvait autant être une réminiscence du passé qu'un symbole d'avenir. Le terme s'emploie pour indiquer la route et signifier qu'il faut aller tout droit ou droit devant soi, mais aussi pour dire, à propos de l'informatique par exemple, qu'elle nous propulse en avant ou dans la course de l'avenir, kadima. Il peut aussi signifier, comme dans la Bible ou l'hymne national, du côté de l'Est, car les mots de la famille ne se rapportent pas seulement au temps, mais aussi à l'espace. Ainsi, Kedem signifie l'Est, un vent chaud venant de l'Est, et Ruach Kadim. Et dans la Bible, la mer morte, la mer à l'Est, est appelée Hayam HaKadmoni. L'orientation est essentielle. Vous me suivez? À propos, excusez-moi Fabienne, pour l'orientation, je pense à ça tout de suite comme ça n'a peut-être rien à voir. Est-ce que le mot macadam viendrait de ça? Ah, le mot macadam en français? Oui. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas vous dire. Il y a la même racine, je sais pas. Disons qu'il y a le même son. D'après moi, non. Mais d'après moi, non, ça doit venir de quelque chose. D'accord, merci. D'une autre source. Mais enfin, bon, il y a des mots qui se ressemblent, de toute façon, même dans une même langue, et qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas la réponse. Je pense que Macadam vient de Monsieur Mac Adam. Exactement. Exactement. Merci. Exactement, oui, je l'avais lu. Merci Myriam. Et Fabienne, une suggestion de rajouter peut-être dans cette liste extraordinaire le mot Mukdam. Parce que c'est tôt le matin et c'est juste ce qui est avant, peut-être, l'antériorité. Mukdam, c'est tôt. Oui. C'est tôt. Et c'est Kedem aussi. Ben oui, justement. Donc c'est un mot qui est très souple, qui peut désigner, je vous dis, à la fois le passé et l'avenir dans sa racine, et qui peut parler du temps et de l'espace. Et alors, il y a beaucoup de synonymes. Et alors si vous voulez mon avis, si vous voulez philosopher là-dessus, vous pouvez dire, j'ai d'ailleurs un autre chapitre là-dessus qui s'appelle, je crois, la nostalgie n'est pas une maladie, que l'hébreu, par sa vie et l'espoir de revenir à Sion, etc., et de la reconstruction du temple et de la vie juive en diaspora pendant des millénaires, avec l'espoir de revenir et de revenir au temps ancien et de revenir, etc., etc. Donc, ce passé est ce qui nous projette vers l'avenir. Donc, ça a un sens. Ce n'est pas seulement une nostalgie au point de vue, nostalgie en français a une connotation un peu négative, c'est quelque chose, on l'emploie aussi au niveau d'un languissement, d'une maladie, mais en hébreu, c'est un passé qui veut se reproduire dans l'avenir et c'est une vision d'avenir aussi, donc ça a un sens, vous pouvez faire une exégèse là-dessus. Donc, le mot Kadima veut dire en avant.
Oui. En arrière et en avant. En arrière, c'est autre chose, ça vient d'autre chose. Ahora, acher. Il y a un mot qui vient de l'arabe quand Ibn Tibbon, Shmuel Ibn Tibbon, fait un lexique Oui. des mots nécessaires pour comprendre. Il traduit beaucoup de l'arabe. Oui. Et il parle des hakdamot, Nahon. c'est-à-dire des prémices. Et puis, c'est très lié à l'arabe muqaddama. Bon, voilà. C'est un exemple de la marque de l'arabe dans l'hébreu des Tibbon. Tout à fait. Alors l'hébreu a beaucoup marqué l'arabe, surtout justement à l'époque au Moyen Âge, où l'arabe était une langue de culture. Je ne vais pas dire que ça l'est pas aujourd'hui, parce que c'est bon. Mais où l'arabe était une langue de culture, et que la culture des pays arabes est passée par le biais de traducteurs, dont la famille Tibbon est passée au monde chrétien, et le contraire. Donc les Juifs ont eu un grand rôle là-dedans, dans cette famille Tibbon en particulier, du passage d'une langue à l'autre, et l'hébreu tout à fait correct et classique, et pas le slang, a beaucoup de mots arabes qui sont venus à cette époque, au Moyen-Âge. Je vous ai dit, c'est une des strates de l'hébreu, au Moyen-Âge, par le biais de l'arabe, ne serait-ce que des mots justement scientifiques, comme le mot « ephes », qui veut dire zéro, il n'y avait pas de zéro, comme le mot ta'arikh, qui veut dire date, la date d'aujourd'hui, comme le mot shetach, la superficie, la superficie, comme le mot merkaz qu'on a vu tout à l'heure justement, comme le mot, un mot très moderne, quand si vous voulez prendre, vous demandez quel est le tarif, à ta'arif, qui est allé à la fois en français et en hébreu, le ta'arif. Et kfar aussi. Et Kfar. Arrière, avant, dans le temps, est formé des lettres kaf, dalet même. Le mot kadim veut dire le contraire, c'est en avant. Oui, le mot kadim, là, veut dire, je vous ai dit, ça vient vers l'est, veut dire à la fois une situation géographique et chronologique. Vous pouvez, selon les expressions où il se trouvera. Gilbert a dit quelque chose, mais je n'ai pas entendu. Pardon? Non, il y a Gilbert qui a donné un exemple, mais je n'ai pas entendu. C'est le mot kfar. Kfar qui veut dire village en arabe. Ah oui, et kfar. En hébreu également. Aussi, kfar, oui. Et je profite pour kadima. En arabe, on dit tkadem. Donc, ce sont les mêmes racines. Alors, elles peuvent être antérieures, ça je ne sais pas. Elles peuvent être antérieures au Moyen-Âge, mais beaucoup de mots nous sont venus par l'arabe du Moyen-Âge, surtout des données scientifiques comme ça. Aujourd'hui, les emprunts à l'arabe sont plutôt dans le registre du langage parlé, comme ça, baba ou slang. Et des insultes aussi. Des insultes. Et des insultes. Mais bon, on va rester correct, mais aussi beaucoup d'insultes. Et quand il y a emprunt, est-ce qu'on peut arriver à savoir qui a emprunté à qui? Parce que quand même, il y a des racines communes, hein, comme la clé maftuar ou maftiar. Mais c'est ouvrir, l'iftoar. Et c'est commun peut-être aux deux langues. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je vous dis les études étymologiques sont très intéressantes, mais souvent très fastidieuses parce que alors, moi, par exemple, je rêverais qu'il existe un dictionnaire étymologique de l'hébreu, mais il n'y en a pas jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choses. Il y a un dictionnaire historique qu'on est en train de faire, que l'Académie travaille beaucoup là-dessus, et c'est une œuvre magistrale et monumentale. Mais de dictionnaire étymologique, pas vraiment. Mais encore que dans le Even Shoshan, il donne l'étymologie des mots. Mais pas vraiment. J'ai en français plus de dictionnaires étymologiques qu'en hébreu. C'est très bref. Mais il existe quand même un thésaurus. Ce n'est pas tout à fait un dictionnaire étymologique. Oui, il existe beaucoup. Il y a un ouvrage assez imposant, hein, et qui est très riche. Hein. C'est sûr, oui. Dans le domaine de la technologie, moi j'ai des dictionnaires pentalingues en 5 langues qui permettent de passer de l'hébreu au français, au russe. Et je pense qu'il faut regarder les choses peut-être domaine par domaine. Dans le domaine alimentaire, il y a énormément de mots de tous les temps qui ont traversé
toutes les langues, et dans le domaine du sacré aussi, de la religion. Oui. Hein. Et dans le domaine technologique, aujourd'hui, c'est évident. C'est évident. L'hébreu essaye, en fait, c'est la vocation une des vocations de l'Académie de la langue hébraïque, c'est de créer des mots qui soient inhérents à la langue hébraïque, qui ne sont pas des apports farfelus comme ça, qui ne colleraient pas. Et alors, je dirais tout à l'heure autre chose que je me rappelle, mais il y a bien sûr des mots qui ont de suivre l'étymologie d'un mot, c'est sûr, c'est très intéressant, mais qu'est-ce que je voulais dire là, je me réfère dans mon livre à plusieurs exemples que vous avez donnés, ça évoque je ne peux pas vous lire tous les chapitres, mais je peux vous donner envie de les lire, et qui montre, en examinant justement tel ou tel mot ou telle racine, on a arrivé à voir justement d'où il vient et quel apport et de quelle langue il vient. Alors le français nous a aussi donné des mots, ne serait-ce et inversement, si vous prenez Rachi par exemple, est une source pour les linguistes français de connaître le français médiéval, que personne, je vous ai dit, que personne ne connaît aujourd'hui, et par le biais de Rachi, on peut trouver au moins comment le prononcer, etc., puisqu'il est écrit en hébreu. Et donc, on a aussi des apports du français, même ne serait-ce que les enfants, ils jouent, par exemple, ils jouent, et puis ils font 1, 2, 3, et puis ils font pouce, et puis des choses comme ça. Ou bien alors, si vous vendez une voiture d'occasion, et vous demanderez quel est l'état du châssis, et des choses comme ça. Alors aussi, pour les voitures, par exemple, aussi l'allemand a donné beaucoup. Sans doute qu'il y avait c'est vrai qu'ils sont des bons mécaniciens peut-être, enfin, vous pouvez l'expliquer toujours. Mais chaque langue a apporté quelque chose. Maintenant, l'anglais, évidemment, est la lingua franca aujourd'hui. Mais on essaye de… Alors, l'Académie, je vous ai dit, elle travaille très sérieusement. Il y a des comités où il y a des linguistes, des spécialistes de la langue, donc, de différents… et des gens de métier. Par exemple, quand on veut innover des mots dans le domaine de la pharmacologie, on demandera à des pharmaciens de s'associer à ces réunions. Et de même pour chaque domaine, comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit, justement, pour bien réfléchir. Alors, quelquefois, après, ils vous sortent des mots qui vous semblent ni queue ni tête. Évidemment, s'ils rentrent ou pas dans la langue, c'est l'usage qui en décidera. Donc, ce sont les usagers, donc nous, qui en déciderons si… Alors, les mots les mieux qui passent, qui sont les mieux assimilés, évidemment, c'est ceux dont on parle dans les médias. Par exemple, je me rappelle… il y a, je ne sais pas, 30, 40 ans, avant, on disait, pour dire une cassette, à l'époque il y avait des cassettes, maintenant ça n'existe même plus, mais alors on disait cassetta. Et à un moment donné, il y a eu une histoire où on devait parler de ça aux informations, donc on a commencé les informations ont été les vecteurs du mot nouveau hébraïque qui a été trouvé pour ça, c'est-à-dire kaletet, du mot liklot, enregistré, absorbé, klita. Donc, maintenant, tout le monde dira kaletet. Ou bien, alors, il suffit que la jardinière d'enfants au GAN fasse, à l'époque, c'était l'époque où mes enfants allaient au GAN, c'est vous dire, mais mettez une kaletet aux enfants, donc les enfants, ils véhiculaient ça après, et ça rentre complètement dans la langue. Alors, il y a des mots qui vous semblent… Un mot, par exemple, que j'aime beaucoup, un nouveau, moi j'aime beaucoup, il y en a qui n'aiment pas, décidément, vous allez penser que je suis morbide parce que je vous parle que des maladies. C'est le mot ya'efet, yud, ain, pei, taf. Ya'efet, donc c'est la mélodie, le shem des maladies, nachon. Et qu'est-ce que vous trouvez comme racine là-dedans? Ayefut, une sorte de fatigue chronique. Enfin, voilà. Et il y a aussi le mot ya'ef, aya'ef et ayagea. Donc vous trouvez aussi le mot ya'ef, ayef, et les deux. Et ça veut dire quoi? C'est le jet lag, c'est le décalage horaire. Donc, on souffre de ya'efet, c'est une maladie, c'est quelque chose, de pathologique. On en souffre, c'est donc une maladie, A et E, et ça vient à la fois du mot ya'ef et aussi la ouf. La ouf volée.
Ariev, c'est-à-dire fatigué. Donc, c'est après un voyage de 14 heures en avion, ben, on peut se permettre 2 jours où on dit non, ça ne va plus, j'ai fait. Alors moi, je l'aime beaucoup parce que justement, il est bien. Mais alors, beaucoup de gens aujourd'hui vous parleront, ils vous diront Jack Led, ils ne vous diront pas… Je te dirai après. Et, Fabienne, on peut faire affaire de cœur? Si vous voulez, si vous avez la patience. Bien sûr qu'on a la patience. D'accord. Moi, je l'avais d'abord trouvé un peu difficile, mais bon. Ah, on va voir. Mais non, tu nous le transmettras très bien. Tout à fait. Alors voilà, je l'ai trouvé. Bon, affaire de cœur. Alors là aussi, c'est une histoire. Lev est un homme de cœur. Sa mère veut Tov Lev, content. Ein belibo al ish. Ein belibo al ish. Il n'en veut à personne. Vous verrez que, avec cette expression, par exemple, aussi que l'hébreu est très concis. Ein, il n'y a pas belibo dans son cœur, al ish, à personne. Souvent, ça arrive. Ein belibo al ish, et il rend service, bechefetz lev, de bon cœur, et réconforte toujours, mais omek alev, du fond du cœur, disant très élégamment, haser de agam elipra, ne t'en fais pas. Umotse mesila le libo, il trouve le chemin du cœur, c'est-à-dire il comprend son prochain. Son meilleur ami, par ailleurs actif dans une organisation humanitaire de Kérouv Levavot, rapprochement des cœurs, vous vous rappelez Karov, Korban, Kérouv Levavot, Patach et Zgor Libo, il s'ouvrit à lui. Et Gila et Libo, il lui avoua que Beseter Libo, en secret, il aimait une jeune fille, Belev ou Venefesh, de tout cœur, sans réserve. Libo Yotse Elea, son cœur s'était pris d'elle, et il l'appelle pompeusement, dans son rêve, Chemdat Libi, mon amour. Massat Libo, son désir le plus cher, était de déclarer à sa belle ce qu'il chamar Belibo, gardait secret, depuis si longtemps. Le Davon Alev, malheureusement, il en était incapable. Ce n'est pas qu'il fût Moglev, lâche, mais il était pudique et il n'osait dévoiler Rachaché Libo, ses sentiments. Amar Belibo, il s'était dit que Lev pourrait jouer les entremetteuses, car Gamla ou Bashla Achlata Belibo, il avait pris la décision de l'épouser. Le déchirement de l'amoureux était nogué à la lèvre, touchant, Mahmir Lev, émouvant, voire coré à lèvre, déchirant. Et Lev, toujours Tov Lev, bon, promit d'intervenir auprès de Bechirat Libo, l'élu de son cœur. Il assista à une conférence qu'elle donnait sur Shrerut Lev, l'arbitraire, et demanda ensuite à lui parler Begilou Lev, franchement. Tout d'abord, Gava Liba, elle le prit de haut, et Hevi, le Tzumet Libo, lui fit remarquer qu'elle ne le connaissait pas. Il lui sembla entendre les mots Cholé Lev, cardiaque, et crut que Lev lui l'a quémandé, et égoïstement, Atma et Liba, elle se ferma. Lev lui expliqua, Betom Lev, de bonne foi, que son seul souhait, Michel et Lev, était de plaider la cause de quelqu'un qui l'aimait, Mikol Halev, de tout cœur, et ne parlait pas Echad Bapé, Echad Balev, hypocritement. Ce n'était pas non plus un Kovesh Levavot, un don Juan, et c'est pourquoi il intercédait en sa faveur. La belle l'arrêta et lui dit tout de go que Netiat Liba, son penchant, la portait plutôt vers les femmes. Lev crut qu'elle boda beliba, miliba, qu'elle affabulait, mais dut renoncer. Nichmatz libo bekirbo, ou itrametz libo bekirbo. Il en ressentit de l'amertume, ou plus communément, ou achal et alev. Il se rongea. Quand il apprit Belev Davoui, le Meginat, ou le Medinat, le Deavon Libo, à regret, avec désespoir, la triste nouvelle à son ami, celui-ci eut Etkef Lev, une attaque, un Otem Shrir Alev,
un infarctus du myocarde et mourut de Dom-Lev, un arrêt cardiaque. C'est pas la même. Rochavlev, la générosité de Lev, Merci. lui avait cette fois été fatale. C'est terrible comme histoire. C'est l'histoire. Vous savez, la Bible commence par bête et finit par lamed. Ensemble, ça fait lève. J'ai pas entendu la question. La Bible commence oui. Bereshit, ah, oui. et finit par Israël, lamed. Lamed et bête fait lève. Voilà, vous nous éclairez. Est-ce que, Fabienne, non, Tony, tu voulais dire quelque chose? Tony. Oui, non, je voulais dire, je me permets de signaler un phénomène qui est moins familier, c'est celui du langage mathématique, puisque c'est mon domaine. Au Moyen-Âge, les premiers termes arrivent très, très, très proches de l'arabe, certains donnés par par Ibn Tibbon, mais bon, beaucoup d'autres sont empruntés. Je ne peux pas donner le détail. Mais ce qui est intéressant, donc très marqué par l'arabe, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec la création de l'État d'Israël, il y a eu, de la part d'un grand nombre d'intellectuels et de mathématiciens, une volonté de créer d'autres mots qui ne soient pas faits à partir de l'arabe. On peut donner des exemples, mais j'en donnerai pas, il est trop tard. Mais je voulais signaler ce phénomène, d'accord? Voilà. Ben oui, je vous ai dit, l'arabe a beaucoup entré dans la langue hébraïque au Moyen-Âge et aujourd'hui plutôt au niveau du langage parlé ou du slang, c'est vrai. Mais des phénomènes, j'en analyse plusieurs dans ce livre. Par exemple, je vous ai dit la concision des mots, ou ne serait-ce que le phénomène qui est un phénomène, un beau style en hébreu, c'est la répétition à partir d'une même racine, comme on en trouve dans la Bible, qui en français, c'est un phénomène oni, qui n'est pas bien, qui donne de la lourdeur. Pour moi, traductrice, ça me donne c'est un défi souvent, mais la répétition du mot, de la même racine dans une même phrase, et donne un style qui est beau en hébreu. Un autre phénomène peut une même racine qui veut dire un concept et son contraire. Enfin, il y a plein de choses à analyser. L'hébreu est une langue passionnante. Oui, c'est d'accord. Est-ce que tu peux réserver pour la fin quelques considérations sur l'argot hébreu qui est si savoureux? Savoureux. Je vous dis, l'argot hébreu emprunte beaucoup à l'arabe. Oui, je ne parle pas nécessairement des injures, hein, mais vraiment la langue familière. Alors, une grande part, enfin, un réservoir inépuisable et se renouvelant constamment de l'argot nous vient de l'armée. Alors, beaucoup de choses viennent du langage des soldats. Comme je n'ai plus d'enfants de cet âge-là, je ne sais plus tellement quelles sont les dernières choses. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qui nous viennent. D'ailleurs, pas seulement de l'argot. Il faut dire que, par exemple, la racine shin avant un PL, comme le chartef dont je vous ai parlé pour la réécriture de l'histoire. Alors, par exemple, chinois, il y a la racine noa, la bouger, chinois, c'est de déplacer. Par exemple, si on veut déplacer des tanks du nord au sud, on leur fait un chinois. Okay? Donc, il y a beaucoup, ça c'est une racine qui, je crois, nous vient un préfixe d'hébreu moderne qui nous vient surtout de l'armée. Et qui est un préfixe légitime de formation de nouveaux mots. Au niveau de l'armée, alors beaucoup, par exemple, ne serait que Alapanim, dont vous avez parlé, ou bien Nishbarli, j'en ai marre, quoi. On ne va pas faire l'étymologie de l'histoire, mais enfin, beaucoup de choses ou bien Chaval al-Azman, évidemment, qui est déjà 4 fois... je n'allais pas dire qu'il y a peut-être plus que 40 ans, mais enfin qui est Chaval al-Azman, qui normalement, c'est-à-dire voulait dire Chaval, dommage pour le temps, c'est-à-dire dommage pour le temps perdu. Donc on va se dépêcher parce qu'on n'a pas le temps, Chaval al-Azman, dépêchons-nous. Mais qui a pris, et ça a commencé à l'armée, a pris comme sens le contraire. Oh, on a vu un film, c'était extra, il faut que tu ailles le voir, c'était Chaval al-Azman. Alors, on disait ça. Maintenant, après, on a dit sauf à derrière, pour dire la même chose, sauf à derrière, le bout du chemin. Et puis après, on a dit, ou en même temps, sauf, sauf.
Voilà. Oh, et ça dépend qui est quoi, parce que l'argot est toujours, ça dans toutes les langues, est toujours propre à un cercle. Alors, il y a l'argot des jeunes, il y a l'argot de l'armée, il y a l'argot que les parents ne comprennent pas, il y a l'argot, enfin, ou bien il y a l'argot du lieu de travail. C'est-à-dire quand on est comme ça. Par exemple, ma fille qui avait fait de l'informatique, eh ben, alors justement, elle parle peut-être encore un peu comme ça aujourd'hui, mais par exemple, to configure, configurer, alors elle disait le config. C'est comme ça qu'il parlait à l'université, le config, comme ça. Bon, alors, il y a aussi ça, mais alors pour ce genre de choses, on crée des mots ou on n'en crée pas. Ou bien on en crée et ça ne marche pas, ça dépend. Il y a catalogué aussi, je crois. Les catlegs. Alors, le catleg, comme les talpen ou comme d'autres exemples que je vous ai donnés, ce sont des mots qui viennent justement du langage moderne. Évidemment, ce sont des concepts modernes et de langue européenne, mais qui ont été intégrés à l'hébreu. On ne dira pas, je ne sais pas comment, mais on le met dans alors, beaucoup de mots sont intégrés dans le shem, dans le mishkal du PL, dans le binyan du PL, et souvent, alors, comme dans ces cas-là, ils prennent 4 lettres à la racine. Et les 4 lettres à la racine, c'est toujours le PL, le katleg, le talpen, etc., le kanfeg. Mais ils se conjurent, kitlagti, etc. C'est incroyable. Ils s'intègrent vraiment à l'hébreu. De même, pourquoi Sanhedrin s'est intégré à l'hébreu au niveau du grec, et ben le katleg peut s'intégrer au niveau du temps moderne. J'ai juste une question. Est-ce que des mots russes se sont intégrés sûrement à l'hébreu depuis un certain temps et à quel niveau de population ou de milieu ou dans quel environnement? Dans les insultes. Tout à fait, je peux répondre en joignant ma réponse à la question précédente. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot balagan. Le mot balagan qui veut dire le foutoir, n'importe quoi. Désordre, oui. Alors, c'est un mot qui vient du russe. Je ne sais pas si à l'origine il était russe ou je crois qu'il était turc, même, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, évidemment, puisque la première aliyah, la deuxième aliyah, etc., c'était des qui venaient de Russie ou de la Russie polonaise, etc. Donc, il y a évidemment beaucoup de mots. Ça vient aussi évidemment des locuteurs qui nous viennent de leur langue. Donc, par exemple, le mot balagan, mais d'autres aussi. Qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit le suffixe nik, kibbutznik, etc. Exactement, les kibbutznik, exactement, ça on le dit. Et puis tout ce qui est quelqu'un de quelque chose, ça va être nik, un apparatchik ou bien un high-techiste, on dit même. Enfin, au niveau des suffixes et tout ça, parce que dans le langage parlé, évidemment, chaque aliyah a apporté quelque chose aussi. Alors, il y a l'aliyah des fondateurs, des premiers pionniers qui ont eu un rôle important dans l'évolution de la langue, et Ben Yehuda lui-même d'ailleurs, mais enfin, Ben Yehuda savait tellement de langues qu'on ne sait même plus où il puisait. Et aussi, évidemment, à partir de 1990, quand il y a eu la grande aliyah russe, qui a fait compter 1/5 de la population, 1/5 de la population qui parlait le russe. Alors, évidemment, mais ça ne veut pas dire que moi-même j'ai enseigné, j'ai été enseignée dans un ulpan, entre autres pour des Russes au moment de la grande aliyah. Ça ne veut pas dire que je sais le russe, mais j'ai appris, pioché comme ça quelques mots, mais j'espérais plutôt que ça se passe dans le sens contraire. Sur le mot balagan, effectivement, comme tu disais, en égyptien, balaga, ça veut dire une foutaise, et ça a dû entrer à partir du turc. Donc, c'est exactement voilà. Ce que alors, les influences sont multiples à plusieurs niveaux et dans différents sens. Elles peuvent aller vers l'ouest, vers l'est, vers chaque langue. Il n'y a pas de langue qui est, entre guillemets, pure. Ça n'existe pas. À propos de balagan, si on veut une étude étymologique du mot, il faut lire l'ouvrage de Marceline Lorillon, Ma vie balagan,
grâce auquel on a fait revenir le mot balagan Ah dans oui, la oui, langue oui, oui, française. oui. C'est ça qui est marrant maintenant. On entend parler de balagan en français aussi. Quel est l'auteur? Marceline Loridan. Marceline. Loridan Ah oui. Ivan. Oui, j'avais vu ça. Je vais regarder, c'est très intéressant. Ouais. Et Oui, de même que, par exemple, pour vous donner un exemple d'une autre langue, par exemple, beaucoup de Juifs ont émigré aux États-Unis et beaucoup de mots, c'était des locuteurs yiddish au début du moins, donc beaucoup de mots yiddish sont passés dans la langue anglaise, que vous pouvez voir dans les films américains. Et les Américains ne savent pas que c'est du yiddish. Comme par exemple, le mot Amen. Amen est connu dans le monde entier, c'est pas dans le mot hébreu. Bon, Alléluia, pareil. Ça, c'est sûr, oui. Bien, chers amis, si on va terminer et je vous propose tous d'ouvrir vos micros pour applaudir chaleureusement Fabienne. Alors, comme a dit Stéphane, on a vraiment bu du lait ou du leben, comme vous voulez. Hein, voilà. Pour se procurer le livre de Fabienne, on le trouve à la Procure. On le trouve surtout, excusez-moi, vous pouvez le commander, vous pouvez commander à l'Ishma, à la maison d'édition. L'éditeur. C'est l'éditeur, soit par Internet, soit à la librairie et dans d'autres librairies. Vous pouvez le commander aussi par online. Charlie, la Procure ne l'a plus. Pas seulement la Procure, je ne sais pas s'ils l'ont parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'exemplaires, mais vous pouvez chez l'éditeur. L'éditeur Lishma. La FNAC aussi en a, et en Israël vice-versa, ou la librairie du foyer. Excusez-moi, où peut-on l'acheter en Israël? Alors, je vous dis à Tel Aviv, la librairie du foyer, à Jérusalem vice-versa, et si jamais ils ne l'ont plus, ils le commandent. Excusez-moi, Fabienne, j'ai juste une dernière question qui me vient à l'instant. Est-ce que le mot leben, est-ce que ça viendrait plutôt de Alba en latin ou est-ce que c'est un mot arabe avec Liban, Liban? Quelle est l'origine? Quelle est l'origine? Est-ce que c'est le blanc? Je ne sais pas, je vous dis, j'aimerais beaucoup être plus calée que je ne le suis en étymologie et je ne connais pas l'arabe et tout ça. Ça peut venir de blanc, ça peut venir. Vous avez dans notre groupe, il y a un arabisant beaucoup plus avisé que moi. Non, parce que ça me fait penser à Albanie, Albion, c'est la même chose, c'est des falaises blanches. Albanie, c'est autre chose. Non, mais c'est les falaises blanches, donc c'est la même origine. C'est Alba. Donc j'ai essayé de savoir si l'ébène. Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, parce qu'en arabe aussi. D'accord. Albion, ce serait déjà autre chose, ce serait le grec. Alba, ça veut dire blanc en latin? En latin. Laban, c'est la crème de lait en égyptien. C'est le blanc, oui, c'est le lait. Je ne sais pas. Voilà, donc c'était juste une question. C'est un Fabienne, je peux vous dire un mot, Fabienne. Tout cœur. Est-ce que vous pouvez mettre tout le monde? Merci. C'est magnifique pour les gens profanes comme moi. Je ne peux pas poser de questions. Je ne suis pas assez savante, mais vraiment, vous m'avez émerveillée ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Pas que toi, Madeleine, pas que toi. Bien, chers amis, alors je laisse maintenant conclure Tony qui va nous dire quelques mots sur la suite des événements et aussi une petite annonce de la part de Hadat Shalom. Il y a un partenariat entre Hadat et le Machon Sherter, vous savez, le séminaire rabbinique m'a sorti à Jérusalem, qui organise au mois de juillet et août une série de séances Zoom d'études du Talmud. En hébreu, avec une méthode, paraît-il, révolutionnaire par un rabbin qui s'appelle Novice Deutsch, et il paraît que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ceux qui sont intéressés à cela, envoyez-moi un mail et je vous donnerai les coordonnées à qui s'adresser, ceux qui veulent suivre ce stage. Voilà. Tony, le mot de la fin. Quel est votre mail? Oui, bonne question. Alors, vous restez juste un petit peu à la fin et je vous le dicterai. Ok. Je ne sais pas qui est-ce qui m'a posé cette question. Aaron. Aaron, d'accord. Aaron, vous restez à la fin. Aaron, est-ce que vous connaissez Marc? Marc
Charlie, tu peux l'écrire dans les messages, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Dans les messages, ok, ben, merci. Alors, vous voyez, je ne suis pas, comment dire, expert encore dans les messages. Converser, alors, je ne vois pas où est-ce Il faut qu'il y ait le petit converser, je ne vois pas. On peut faire le lien avec le sud. Tout en bas. Tout en bas, ok, ben, je ne vois pas. À côté du nombre de participants. Il faut que tu fasses Alors, dérouler les nom mots. des participants, ouais, mais je ne vois pas. Restez simplement 5 minutes après, 2 minutes après la fin, je vous le dicterai. Excusez-moi, je n'arrive pas à voir tous ces. Je ne suis pas encore au point. Alors, tu le dis et puis quelqu'un. Non, c'est pas la peine, ça retardera tout le monde. Hein, voilà. Ce qui est comme ça. On peut le dire. Tony, le mot de la fin. Merci. Merci encore, merci à Fabienne. Je voulais vous dire, puisque c'est la dernière séance de la saison du Beth Midrash période Corona, je ne sais pas comment ça va se passer à la rentrée. On espère tous, on peut rêver, que ça se passera en live, en présentiel, j'aime pas beaucoup ce mot, mais on verra, on peut rien dire. Pour ce qui est du contenu, on est en train de faire le point donc avec Charlie et Elisabeth. Il y a déjà les personnes qui auraient dû intervenir cette année et qui veulent très légitimement intervenir à nouveau. Ça, ce sera fait, bien sûr. Il y a d'autres qui veulent aussi s'exprimer à partir de ce qu'ils ont entendu. Bien entendu, tout le monde est le bienvenu. Et une idée soufflée par Charlie, que je reprends à la volée, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de contact, dans le Beth Midrash, j'entends, avec le monde israélien. Donc, grâce à Fabienne, on a eu ce contact, grâce à, excusez-moi, Guilain aussi. Bon, mais il faudrait aller plus loin et même choisir des thèmes, je ne sais pas encore vraiment quoi, mais ça peut être aussi bien la nouvelle orthodoxie, puisque ça t'intéresse beaucoup, Charlie, ça peut être diaspora et Israël. Ça, c'est des thèmes très généraux, mais avec des Israéliens francophones quand on peut, qui parlent peut-être pas trop bien le français, mais avec les documents qu'on met en partage, il peut y avoir le français et l'hébreu. Il y a des choses à regarder de très près. Voilà, c'est des idées, certaines sont encore comme ça un peu floues, mais on va essayer de les préciser. Et j'espère qu'on fera au mieux. Fabienne, tu as battu tous les records, puisqu'à certains moments, on s'approchait de 40. Voilà, c'était les plus belles séances. Je ne vois pas tous, là. Je vois seulement la page. On peut mettre tout le monde? Voilà. Oui, alors attends, je vais essayer. La fonction tu peux supprimer le texte, Charlie, peut-être, oui. Oui, il faut enlever le texte. Le texte, non, ça ne change rien. C'est par-dessus. Je vais suivre un stage de formation pendant les vacances, rassurez-vous. À la rentrée, ça tournera comme sur des roulettes. Parfait. Voilà. Bon, écoutez, il ne reste plus qu'à nous dire… non, c'est fixe, je ne sais pas, ça ne marche pas. Donc, Aaron David, tu restes encore un petit peu et je vais te dicter mon mail. Sinon, on se dit au revoir à tous et puis bonne santé, Shavua Tov et Kol Tov à tout le monde. Kol Tov. Et merci. Toda. Toda la Fabienne, allez. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Le mail m'intéresse.